BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Ça s'est passé jeudi dernier, une faille de sécurité dans le système Ledger a créé une sorte de panique dans la communauté crypto. On en parlera dans quelques instants avec Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Les fonds Web3, qui sont-ils? Comment et dans quoi investissent-ils? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marguerite de Taverneau, vice-présidente du fonds Ledger Cathay. Bonjour Marguerite. Bonjour Amaury. Et Jackie Abitbol, managing partner chez Cathay. Bonjour. Mais d'abord, on part faire un tour sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, bon, je le rappelle, on gagne quand même 150% sur le Bitcoin en un an, mais on est dans le rouge aujourd'hui. On perd plus de 2% sur une semaine et plus d'1% aujourd'hui. Ça y est, c'est fini, on n'aura pas de rallye de Noël, Alexandre? Alors, il a déjà bien précédé la période de Noël, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop lui en vouloir s'il décide de consolider. Et d'ailleurs, c'est le terme que j'emploierais pour qualifier cette période qu'on connaît depuis maintenant presque une quinzaine de jours finalement, ou en tout cas une bonne grosse semaine, à savoir un marché qui a rendu un petit peu ses gains, qui est monté vers les 45 et qui est retombé entre-temps vers les 40, mais qui fait ça de manière parfaitement compréhensible. C'est-à-dire que ce qu'on a expliqué, c'est que le Bitcoin avait subi une phase de hausse, avait connu plutôt une phase de hausse catalysée par différents mouvements, à la fois valeur refuge, à la fois la question des ETF et la question de la détente des taux obligataires aux États-Unis sur fond qu'on a vu la semaine dernière, de petits pivots de la Fed au niveau des anticipations de taux. Donc tout ceci avait lifté assez massivement le Bitcoin. Et on commence à avoir quelques prises de gains dans un environnement où on commence à voir depuis quelques jours des membres de la Fed qui viennent un petit peu faire le service après-vente d'après la réunion de la Réserve fédérale et des propos de Jérôme Powell, en expliquant que certains expliquent que c'est pas forcément en mars qu'on aura la première baisse de taux, que certains parlent plutôt du deuxième semestre, parlent de statistiques assez résilientes, etc. Donc, c'est vrai, il y a un petit peu d'arguments là pour ceux qui ont été très haussiers et qui ont beaucoup joué à l'étente des taux pour prendre un petit peu les gains sur les actifs qui sont sensibles au taux. On voit que les taux américains rebondissent un tout petit peu là à nouveau, sur fond de petits rebonds d'énergie également, ce qui peut lifter un peu les anticipations par rapport au taux. Donc je dirais que c'est vraiment l'entrée dans une phase de consolidation. Si on réattaque la zone des 40 500, on peut passer un peu en dessous temporairement des 40 000. Ce serait pas dingue, mais je pense quand même que ça reste une phase de consolidation et que donc ça précède un nouveau mouvement de hausse par la suite. Mais attention de ne pas mettre la charrue trop vite avant les bœufs. C'est-à-dire que là, vous l'avez rappelé, c'est une phase très très haussière, très puissante qu'il y a eu, qui surclasse un bon nombre de classes d'actifs en termes de performance annuelle. Donc il ne faut pas être étonné, même si ça prenait plusieurs semaines, où on restait par exemple un peu au-dessus de 40 000, même si on allait un peu en dessous de 40 000. Je pense que c'est une bonne phase pour continuer à accumuler en visant ensuite le prochain rallye au-delà de 50 000. Mais cette phase-là, il ne faut pas la sous-estimer. Voilà. Elle peut encore durer plusieurs jours, plusieurs semaines, et des incursions sous 40 000 sont possibles, mais je pense qu'il faut plutôt travailler en stratégie soit d'accumulation avant sortie par le haut, ou ce qu'on appelle le buy the dip, c'est-à-dire dès que ça plonge un peu plus bas que 40 000, à ce moment-là, on rachète tranquillement dans les optiques de rebond derrière. Mais donc c'est plutôt latéralisation, consolidation, avant reprise de la hausse. On évolue actuellement, Alexandre, autour des 41 200 $ et on surveillera ça toute la semaine qui vient. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée, Alexandre. Marguerite de Taverneau, du coup vice-présidente du fonds Ledger Cathay, et Jackie Abitbol, managing partner chez Cathay. Expliquez-nous un peu qui vous êtes. Donc on va parler de Web3 aujourd'hui, mais à la base vous n'êtes pas qu'un fonds Web3, c'est ça ? Exactement. Donc on a démarré l'activité de Cathay Innovation, qui est un fonds de venture capital, en 2015. Cathay Innovation appartient à un groupe qui s'appelle Cathay Capital, qui fait toujours du private equity. Donc en total, c'est environ 6 milliards sous gestion avec les différentes activités. Et Cathay Innovation a lancé depuis le début plusieurs fonds, donc ce qu'on appelle nous des fonds globaux qui investissent dans la tech, dont Innovation 1 qui faisait 287 millions, Innovation 2 qui a fait 650 millions, et le fonds 3 qu'on a lancé l'année dernière qui fait 1 milliard. En plus de ça, on a lancé des fonds thématiques ou géographiques en partenariat parfois avec des acteurs incontournables dans certains secteurs. Et justement, cette initiative avec Ledger, qui est une des sociétés, une de nos participations du fonds 1, et qu'on a lancé, et que justement Marguerite nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'un an, un an et demi. C'est le fonds Ledger Cathay, du coup c'est votre fonds Web3, c'est ça, qu'on comprenne bien, qui a été lancé il y a quoi, il y a un an et demi à peu près? En fait, on a lancé le fonds il y a un an et demi, c'est un fonds de 100 millions qui est investi en early stage principalement, ça veut dire qu'on met des tickets, on investit des tickets entre 500 000 € et 5 millions d'euros.
dans des boîtes qui sont assez jeunes, ce qu'on appelle au stade de seed et de série A. Et on est uniquement focalisé sur les thématiques du Web3, c'est-à-dire qu'on n'investit pas nous-mêmes dans les cryptocurrencies, dans les crypto-monnaies, il faut vraiment différencier le Web3 des crypto-monnaies. En revanche, on investit dans des boîtes en technologie qui reposent sur l'univers du Web3, sur les technologies de la blockchain, et qui permettent de rendre des processus plus transparents, plus efficaces, plus efficients, en se reposant sur ce type de technologie. Donc vous investissez dans des sociétés qui ont pour business le Web3 de près ou de loin, ça dépend des cas, donc en equity, mais vous pouvez aussi investir en token, c'est ça, c'est récent? C'est une industrie en fait qui fonctionne où on fait des investissements en equity, ce qui est assez traditionnel dans le monde du capital risque, c'est-à-dire que vous allez investir un certain montant contre une partie de la société. De la société. Ouais. Vous allez recevoir des parts de la société à une certaine valorisation qui est définie avec les fondateurs. Et on peut investir également en token, qui est assez spécifique pour le coup à l'univers du Web3 et qui n'existe pas dans les industries plus traditionnelles de la tech. Bon, c'est un fonds de 100 millions d'euros, c'est ça. Simple question, de comment vous choisissez les entreprises dans lesquelles vous investissez? Alors, il y a une partie, c'est que premièrement, pourquoi on s'associe avec Ledger, c'est que Ledger est devenu un acteur incontournable dans cette industrie-là. Et en fin de compte, ils sont en train de construire tout un écosystème. Donc, il y a des sociétés qui viennent naturellement collaborer ou pas avec Ledger, mais en tout cas qui gravitent autour de Ledger. Et nous, historiquement, on a évidemment comme un fonds d'investissement, on regardait tous les secteurs. Simplement, on s'est dit qu'on allait se focaliser encore plus dans le Web3 et surtout de venir, comme disait Marguerite, un peu plus tôt dans la chaîne de valeur, puisque les fonds globaux de KT investissent un petit peu plus tard. Et donc le deal flow, il vient alimenter soit par KT, soit aussi par justement le fait d'avoir ce partenariat avec le fonds Ledger. Évidemment, après, les équipes dans le fonds vont aller sourcer en collaborant en travaillant étroitement avec d'autres fonds du secteur. Allez-y. Non, mais juste pour répondre à ta question aussi de manière assez simple, la manière dont on évalue aussi les opportunités d'investissement, en early stage, c'est principalement sur l'équipe fondatrice. Ça représente 90% du choix. Donc c'est vous dites, bon, les fondateurs, on les connaît, en tout cas on les a étudiés, entre guillemets, et on capitalise plus sur l'humain que ce qu'on voit. Exactement. L'humain, c'est vraiment 90% du choix, et en notre confiance dans cette équipe fondatrice de s'adapter également aux situations de marché et potentiellement d'adapter leur business à la manière dont le marché évolue. Et après, le reste, il y a une forte composante autour du marché, sous différents aspects, à quel point ce marché-là est mature et à quel point il y a une vraie opportunité de business à capturer derrière ce marché-là. Et ça, c'est une composante qui est particulièrement importante dans l'univers du Web3, puisque c'est une industrie qui est quand même naissante. D'ailleurs, on considère que ce n'est pas une industrie en soi, parce qu'on considère que le Web3 va infiltrer toutes les industries existantes. Et la question, c'est quelle est la partie de ce marché-là qui est suffisamment mature aujourd'hui pour avoir une vraie adoption et donc pour générer un certain revenu que cette boîte va capturer. C'est intéressant ça. Pour vous, le Web3 va se diluer dans des cas d'usage qui amélioreront l'usage d'industries ou domaines, secteurs déjà existants. Exactement. Nous, la manière dont on appréhende le Web3, c'est vraiment en fait une couche sous-jacente qui va imprégner toutes les industries. Et l'idée, c'est que vous puissiez utiliser des services ou des produits qui reposent sur la technologie de la blockchain ou du Web3 sans nécessairement être conscient que la blockchain est ce qui est le moteur en fait de ces produits et de ces services. D'accord. Donc, sauf que ça arrive avec un niveau de maturité différent. Allez-y. Alors peut-être pour ajouter, quand on parle un petit peu de KT Innovation, donc on est accompagné par un certain grand nombre de grands groupes industriels français, pour la plupart, mais pas que, et en fin de compte qui s'intéressent énormément justement à comment le Web3 et la blockchain vont impacter leurs industries. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'énergie, ça peut être dans la mobilité. Et en fin de compte, toutes les industries aujourd'hui se voient impactées, mais de façon positive. Et donc que ce soit simplement pour une question de sécurité, question de reconnaissance, d'identification. Et en fin de compte, on met au travail donc de cette activité-là aussi notre écosystème, l'écosystème de KT. Donc il y a une réelle demande. Pauline, tu voulais réagir? Oui, j'ai juste une petite question. L'idée, c'est d'investir dans des sociétés françaises ou vous visez l'international Alors, pas que françaises, puisque KT, c'est-à-dire ce qui fait la force et le modèle de KT, c'est d'être une plateforme globale, donc présente aujourd'hui dans quatre régions, aux États-Unis, en Europe,
et en Asie. Et puis après, on couvre aussi l'Amérique du Sud et l'Afrique avec des partenariats. Et donc, les investissements qu'on fait se font sur des sociétés françaises, européennes ou américaines ou ailleurs. C'est intéressant, on dirait un mot de régulation tout à l'heure, mais pour vous, est-ce qu'il y a vraiment des différences suivant les continents, que ce soit États-Unis, Europe, Asie? Est-ce qu'il y a des terres qui sont plus fertiles que d'autres pour des futurs champions du Web3 de demain? Oui, c'est quelque chose qui est assez... dans l'industrie du Web3, ça dénote un peu de l'industrie de la tech de manière générale. Sur l'industrie de la tech, on a vu que les États-Unis étaient toujours vraiment pionniers sur tous les secteurs de l'innovation et qu'en général, l'Europe arrivait un petit peu à la ramasse. Et en tout cas, suivait un souffle qui était vraiment initié par les États-Unis. Dans le monde des crypto-monnaies, on voit un rapport de force inversé un petit peu. La première raison, c'est que en Europe et en France particulièrement, et ça on a un vrai atout, on a des vrais talents dans tout le secteur des vrais dans la tech d'une manière générale, d'ingénieurs qui sont extrêmement solides, et c'est quand même là-dessus que reposent toutes les boîtes Web3, surtout au début où il s'agit vraiment de consolider l'infrastructure sur laquelle le Web3 repose. Donc on a un vrai vivier de talent en Europe et en France, et ça même les Américains l'ont compris très vite. Et d'un point de vue régulation, en fait on a beaucoup tapé sur l'Union européenne parce que l'Union européenne a tendance à mettre en place beaucoup de règles qu'on voit un peu comme des freins à l'innovation. En réalité, dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est très utile parce que du coup on est très au clair très rapidement sur les règles du jeu et on sait sur quel terrain on peut jouer, alors qu'on est en train de voir aux États-Unis que les géants du Web3 et de la crypto-monnaie se sont construits sur un terrain qui était en fait un terrain gris. Et ils se sont fait rattraper dans un second temps par la régulation, qui n'avait pas pris ces sujets à bras-le-corps et qui aujourd'hui se dit « Attendez, il faut qu'on mette des règles en place » et qui peut définir qu'en fait des acteurs déjà très établis sont en fait en dehors des règles du jeu, et c'est ce qu'on voit avec la SEC aujourd'hui aux États-Unis. Effectivement, on l'a vu notamment récemment avec Binance, et ça leur coûte aujourd'hui plus de 4,3 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'en fait, avec Mika, je le rappelle, Market in Crypto Asset qui va arriver en 2024, pour l'instant, on a un cadre qui est relativement clair au niveau de la régulation, en France, en Europe, ce qui n'est pas encore le cas aux États-Unis, avec la SEC qui se cherche encore un petit peu, qui ne donne pas de réponse claire. L'Asie, comment vous voyez l'Asie? Le Web3 en est où en Asie? Alors, on parle d'infra, d'applications. C'est pas exactement la même chose. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même, quand on regarde l'Asie, on regarde aussi l'Asie du Sud-Est, où il y a énormément de développement et d'intérêt qui se fait sur ce secteur-là. Alors, on peut pas faire des annonces aujourd'hui, mais on aura des annonces à faire plutôt en début d'année, en janvier, sur un investissement assez important qu'on a fait dans une société, on peut dire en tout cas française. Voilà, on peut revenir un petit peu sur la qualité des entrepreneurs français, où une partie du marché est en Asie du Sud-Est. Donc, je réponds pas tout à fait à la question, mais parce que je peux pas en dire trop sur cet investissement. Vous y répondrez plus tard. Mais on y reviendra, rapidement. Mais en tout cas, l'écosystème est très mature sur cette partie-là, et notamment Singapour s'est établi comme un bon hub crypto, où notamment a lieu une conférence qui s'appelle Token 2942. Donc ça se développe pas mal là-bas aussi. Pauline, un petit point rapide sur ce qui s'est passé jeudi dernier. Justement, on parlait de Ledger avec la licorne française Ledger, qui a fait face à une faille de sécurité la semaine dernière. Ça va mieux, mais est-ce qu'on peut faire un petit retour sur ce qui s'est passé? Oui, en fait, la faille de sécurité, elle a eu lieu sur le Ledger Connect Kit, qui est en fait une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de connecter leur portefeuille crypto à des applications dites décentralisées. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'un ancien employé de Ledger, en fait, a été victime d'une attaque de phishing qui a permis à un hacker, en fait, de publier une version malveillante de ce fameux Ledger Connect Kit. Et en fait, cette version permettait de rediriger les fonds des clients vers le portefeuille crypto du hacker. C'est un fichier malveillant qui a quand même été actif pendant environ 2 heures. Et donc, du coup, pas mal de fonds ont été drainés. On parle d'environ 610 000 $ qui auraient été dérobés en raison de cette faille. Alors ça, c'est ce que dit un enquêteur spécialisé sur la blockchain qui s'appelle Zach XBT. Moi, j'ai posé la question à Ledger, savoir combien de fonds ont été dérobés. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos interrogations, mais a priori, quand même, l'enquêteur est assez fiable et ça doit être cet ordre de grandeur,
en termes de fonds dérobés. Bon, en tout cas, si c'est bien 610 000 $, on peut dire que voilà, ça aurait pu être pire. C'est pas grand-chose comparé à ce qui aurait pu se passer. Les équipes ont réagi rapidement. Comment une licorne française spécialisée dans la sécurité, Pauline, peut subir ce genre d'incident? Voilà, on se dit, attends, c'est quand même Ledger, comment on peut l'expliquer? C'est vrai que c'est un peu paradoxal et comme vous le disiez tout à l'heure, Ledger a quand même cette réputation depuis sa création en 2014 d'être vraiment une société spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies, avec des chiffres vraiment à son actif importants, plus de 6,5 millions de portefeuilles crypto qui ont été vendus depuis sa création. Elle a sursécurisé 20% de tous les actifs en crypto-monnaie et 30% des NFT dans le monde. Et pourtant, il y a eu une faille. Ledger, en tout cas son patron Pascal Gauthier a indiqué que chez Ledger, en fait, aucune personne seule ne peut déployer du code sans qu'il soit examiné par plusieurs parties. Et de plus, tout employé quittant l'entreprise voit son accès révoqué de tous les systèmes Ledger. Et pourtant, il y a quand même eu ce cas isolé et malheureux que Ledger a évidemment subi. Donc forcément, ça a quand même créé la panique du côté des utilisateurs. Mais comme on l'a dit, Ledger a évidemment résolu le problème assez rapidement, 40 minutes après avoir détecté ce problème. Et en même temps, il a renforcé vraiment sa sécurité, notamment pour faire les liens avec les applications décentralisées qui peuvent comporter quelques difficultés, un peu de complexité pour les utilisateurs. Et quelle est la suite? Il y a une plainte qui a été déposée, les fonds des utilisateurs, comment ça va se passer? Donc Ledger a effectivement indiqué qu'ils avaient déposé plainte, qu'ils travaillaient de concert avec les forces de l'ordre, parce que l'idée c'est quand même d'identifier vraiment cet acteur malveillant, de retrouver les fonds des clients et évidemment permettre leur remboursement. Entre-temps, évidemment, la version actualisée du Ledger Connect Kit permet aux utilisateurs de continuer à utiliser cette fonctionnalité. Bref, un coup de chaud sur le marché qui rappelle quand même que pour les utilisateurs crypto, il faut toujours pouvoir se protéger, même quand on passe par des sociétés très réputées. C'est noté absolument, Pauline. Jackie, Marion, vous voulez réagir à ça ou je ne sais pas si vous avez... Je pense que vraiment ce que dit Pauline correspond assez bien à ce qui s'est passé. Je pense que ce qui a été important, c'est non seulement le temps qu'a pris la société pour réagir, mais c'est surtout la communauté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites justement avec la communauté crypto autour de cette attaque et de cet événement malheureux. Et Pascal a communiqué, il était assez clair, assez précis dans les mesures qui ont été mises en place. Et en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a le produit. Donc là, pour le coup, c'est pas Ledger qui était mis en cause, mais c'est plutôt des connexions. Et vous l'avez très bien dit. Et c'est un petit événement qui se passe dans un secteur qui gère aujourd'hui quand même, qui génère des trillions de dollars. Voilà. Bon, le Web3, c'est vaste. Il y a plein de sous-catégories, entre guillemets, de narratives. Lesquelles vous suivez, vous, particulièrement? Lesquelles, selon vous, vont être porteuses dans les années qui viennent? Dans quelle narrative vous chassez, en gros, les entreprises dans lesquelles vous voulez investir? Ouais. Alors déjà, de manière générale, on regarde tout. Donc, on source du deal flow vraiment sur toutes les verticales, aussi pour s'assurer qu'on a une bonne éducation autour de la manière dont ces verticales existent et se développent, et voir celles qui vont gagner de plus en plus de maturité. Donc, par exemple, l'année dernière, on avait passé beaucoup de temps sur le secteur des NFT, et finalement, on en était arrivé à la conclusion que ça ne représentait pas une opportunité d'investissement suffisamment solide sur le long terme par rapport aux economics d'un fonds. En revanche, c'était très utile pour nous de creuser davantage ce segment, parce qu'il y a un pouvoir de la communauté crypto qui est extrêmement fort autour du monde des NFT. Donc nous, on le regarde un peu sous les deux angles, le pouvoir que ça a par rapport à la manière dont ça façonne l'industrie et la communauté. Et en revanche, on garde toujours notre chapeau d'investisseur pour comprendre vraiment l'opportunité qu'il y a derrière. Donc vous y investissez pas forcément de manière directe, en tout cas dans le secteur des NFT, parce que selon votre thèse d'investissement, c'est un peu trop spéculatif pour vous? Aujourd'hui, exactement. Et en fait, sur toutes les plateformes qu'on a regardées l'année dernière, on en était arrivé à la conclusion aussi qu'il n'y avait pas... En fait, c'était à chaque fois la plateforme qui offrira le moins de frais utilisateurs sera celle qui gagnera. Et donc, il n'y avait pas suffisamment d'éléments différenciateurs pour maintenir la communauté sur sa plateforme.
Et on voyait qu'il y avait beaucoup de volume sur ces plateformes-là, mais pas forcément beaucoup de revenus associés à ce volume. Et donc, on n'était pas encore sur la phase de capturer de la monétisation tangible et long terme. En revanche, par exemple, ces derniers mois, on a passé beaucoup de temps sur tout ce qui est le secteur de la finance traditionnelle et de la finance des crypto-monnaies. C'est quoi les real world assets Exactement. Real world assets, ça c'est vraiment c'est un buzzword qu'on entend beaucoup depuis 3 mois, mais sur lequel il y a eu beaucoup d'évolution et de développement, sur lequel nous-mêmes on a une thèse assez forte et qui en fait, on peut regarder ça de 2 manières différentes. La première, c'est comment est-ce qu'on utilise la blockchain pour améliorer la manière dont les marchés financiers fonctionnent aujourd'hui. Et donc, par exemple, tokeniser des bons du trésor américain qui, avant, représentaient des valeurs qui n'étaient pas forcément intéressantes d'un point de vue investisseur, sauf qu'aujourd'hui, dans le contexte macroéconomique actuel, avec la hausse des taux d'intérêt, en fait, on voit que ces produits financiers deviennent très intéressants d'un point de vue génération de yield. Et donc, mais ça devient rentable, quoi, tout simplement. Ça devient tout à fait rentable. Et des taux d'intérêt très intéressants de plus de 5%, ce qui n'était pas du tout le cas avant quand les taux d'intérêt étaient plus bas. Et on voit aussi qu'il y a un vrai mouvement de la part des acteurs institutionnels du monde de la finance qui s'intéressent énormément aux assets digitaux comme des BlackRock ou des Fidelity qui ont soumis leur dossier pour lancer leur propre ETF Bitcoin. Et ça valide vraiment un vrai mouvement de la finance traditionnelle vers ces assets digitaux qui représentent une vraie opportunité. Comment vous voyez la suite pour... c'est quoi d'ailleurs votre horizon d'investissement à peu près? Alors il y en a peut-être plusieurs, hein, mais vous êtes à quel timing, entre guillemets? Les fonds en général se déploient entre 4 et 5 ans. Normalement de manière normale. Dans un marché aujourd'hui un peu plus prudent, on est plutôt sur un cycle un peu plus long, donc on va être plutôt vers les 5 ans plutôt que les 4 ans. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment un deal flow de très bonne qualité. Des entrepreneurs ou parfois des repeat entrepreneurs donc s'intéressent beaucoup aussi à KT Ledger parce qu'on va apporter tout cet écosystème-là. Et donc, encore une fois, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais je veux dire, on est assez actif. Hein, on se disait avec Marguerite tout à l'heure en venant chez vous, pour un 18 décembre, il se passe pas mal de choses encore avant les vacances. Mais voilà, donc l'horizon, il est plutôt sur cette 4-5 prochaines années. C'est une première génération de fonds. Okay, donc on a fait un pari. On croit, donc depuis 2017, on est actionnaire de Ledger, donc on a investi dans différentes sociétés qui touchent à la blockchain, à Web3, avec ce fonds spécialisé, donc on appuie, on renforce encore plus notre conviction sur ce marché-là, et donc on verra après les fonds successeurs. On va commencer par déployer celui-là qui fait 100 millions. Bon, on a compris, les NFT, ça vous intéresse, mais pour l'instant, vous investissez pas forcément directement dedans, parce que c'est un peu compliqué de trouver le bon cheval, parce que les cas concrets de business sont un peu plus difficiles à palper, on va dire. Les real world assets, il y a une autre narrative qui, selon vous, est intéressante pour les années qui viennent? On regarde beaucoup tout ce qui est autour de la finance décentralisée, qui a gagné beaucoup en maturité. Il y a énormément d'utilisateurs et donc maintenant que les utilisateurs sont là, il s'agit aussi de leur soumettre les bons outils pour gérer leurs investissements dans cette finance décentralisée. On regarde également beaucoup le secteur du gaming, puisque le gaming représente un très bon bac à sable pour des utilisations de ces nouvelles technologies qui ensuite peuvent être appliquées à d'autres cas d'usage. Donc voilà, récemment c'est plutôt... Et après on regarde aussi beaucoup des mécanismes des marchés financiers qui peuvent eux-mêmes apporter beaucoup au secteur, au marché de la crypto en elle-même. Et puis certainement d'autres à venir dans les années qui viennent qu'on ne connaît même pas encore. Exactement. Actuellement. Pauline, la semaine dernière, tu nous parlais de 5 livres sur le Bitcoin à offrir à Noël. Cette semaine, tu t'es demandé à partir de quel âge on pouvait parler du Bitcoin aux enfants à partir des livres. Du coup, on peut commencer quand ? A priori, à partir de tout petit, c'est en fait la question que je me suis posée quand j'ai reçu ce livre, Le petit Satoshi et la création du Bitcoin, qui s'adresse aux 4 à 8 ans, qui a été écrit notamment par le vulgarisateur crypto Goku et illustré par Tewoz. C'est un livre qui se lit en quelques minutes quand on est adulte, mais évidemment quand on est enfant, il y a évidemment des notions qui peuvent être assez compliquées à comprendre.
J'ai parlé avec l'auteur qui m'a un peu expliqué sa démarche. Il a dit voilà, qu'il avait un fils de 5 ans qui lui a dit bon bah voilà papa, c'est quoi le Bitcoin? Et en fait c'est pas si facile déjà d'expliquer le Bitcoin à ses amis, à des adultes. Alors forcément à un enfant, faut trouver les bons termes, voilà, pas très simple à expliquer. Et il s'inscrit aussi dans une démarche de mission dans le sens où il faut que les jeunes générations d'aujourd'hui, dans le sens où les jeunes générations d'aujourd'hui seront les véritables utilisateurs du Bitcoin de demain. Donc, il n'y a pas que ce livre sur le Bitcoin adressé aux enfants. Il y en a quelques autres en France, mais c'est voilà, une industrie qui se développe vraiment tout doucement, contrairement aux États-Unis où il y a une véritable effervescence autour des livres crypto. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit un article à la fois sur qu'est-ce qui se passe en France, la différence avec les États-Unis, et si c'est pas un peu compliqué quand même de parler de Bitcoin au tout petit. Article à retrouver sur notre site BFM Crypto. D'ailleurs, abonnez-vous à la newsletter de Pauline qui paraît ce soir à 18h comme chaque lundi, si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marguerite de Taverneau, présidente du fonds Ledger Cathay, Jackie Abitbol, managing partner chez Cathay. À très bientôt pour éventuellement de prochaines annonces, si j'ai bien compris, début 2024. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.